européenne concernant le regroupement familial, et je vais peut-être demander à Alain Lamassoure, député européen, d'intervenir à ce stade pour exprimer sa position. Et c'est vrai qu'on oppose souvent le cadre conventionnel aux limitations qui pourraient intervenir dans le cadre des politiques migratoires, mais que notre pays a une jurisprudence, en tout cas très, très laxiste, sur ces questions. Juste avant qu'Alain Lamassoure prenne la parole, je voudrais dire à Alain Lamassoure, qui est député européen, qui a mené une campagne extraordinairement difficile dans des conditions de préparation qui étaient loin d'être favorables, et qui aujourd'hui est le président de notre groupe au Parlement européen, et dont j'espère qu'il sera le prochain président du Parlement européen. Merci. Merci François, merci de ton soutien, merci de ces paroles, merci chers amis de vos encouragements. Alors en fait, j'ai été invité à prendre la parole à cette tribune dans l'espoir qu'avait François d'un affrontement violent entre Pierre Lelouch et moi. Cet affrontement n'aura pas lieu. Parce qu'en réalité, nous sommes très largement d'accord et je partage tout à fait l'analyse qu'il a faite. Naturellement, les chiffres qu'il a donnés sont des chiffres tout à fait exacts. Et il faut retenir ce qu'il a dit, puis je compléterai sur les points que Éric Ciotti m'invite à compléter, que le problème des flux migratoires est pour nous, pays développés, de la pression migratoire, est un problème du XXIe siècle, durable, avec lequel il va nous falloir vivre longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a d'une part des pays qui sont en voie soit de guerre civile, soit d'échec économique, soit d'échec politique total, pour lesquels nous sommes des Eldorado, mais il y a aussi, et c'est moins connu, dans les pays qui réussissent, des jeunes dynamiques, actifs, courageux, audacieux, qui ne parviennent pas à réussir dans leur pays, mais qui veulent réussir et qui viennent chez nous. Pierre disait qu'il est un descendant d'immigrés qui est venu s'installer en France. Moi, je suis le contraire. Je suis un Béarnais depuis le Moyen-Âge, sauf que mon grand-père était parti au Guatemala faire fortune. Malheureusement, pour ses descendants, il n'a pas fait fortune. Mais il est parti à une époque où la France, il y a plus de 100 ans, connaissait une expansion économique formidable, mais dans le Béarn, cette expansion n'atteignait pas la région, et donc, au lieu d'aller à Paris, il est allé outre-Atlantique. Et donc, c'est un sujet avec lequel nous aurons longtemps à vivre. Nous devons, lorsque nous traitons ce sujet, mettre d'abord en avant ce que nous ne faisons pas assez, voire pas du tout, nos valeurs. Et le premier scandale de l'immigration, c'est la mort dans l'indifférence, dans les eaux froides de la Méditerranée, de milliers de malheureux qui viennent chez nous dans l'espoir d'y trouver un Eldorado. Nous avons oublié que dans les années 1980, quand il y a eu les boat people au Vietnam, qui fuyaient le régime communiste, nous avons spontanément, initiatives privées, des ONG, des gens aussi bien de gauche comme Bernard Kouchner, de droite comme Claude Malhuret, Xavier Gouillou-Beauchamp et d'autres, dont certains sont présents dans cette salle, qui ont affrété un bateau, l'île de Lumière, pour aller rechercher ces malheureux. Et nous nous sommes tous indignés du sort de ces malheureux. Et aujourd'hui, nous laissons dans l'indifférence. Et à la limite, certains, naturellement pas ici, mais à l'extrême droite, se réjouissent en disant « plus il y en a qui disparaissent, plus ça dissuadera les autres ». Nous ne pouvons pas l'accepter au nom de nos valeurs humanistes, de nos valeurs judéo-chrétiennes, de tout ce qui fait notre fierté. De la même manière, comment pouvons-nous accepter? Alors là, ce n'est pas une question de valeur. Plus exactement, c'est une question de conception de l'état de droit.
qu'il y ait dans notre pays des manifestations de sans-papiers encadrées par la police qui raccompagnent gentiment ces gens chez eux et qui continuent à vivre ensuite sans papier. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et à l'heure actuelle, comme vous le savez, le fait de ne pas d'être un étranger qui n'est pas en situation légale sur les territoires français n'est pas un délit. Et donc, lorsqu'un policier l'interpelle, décidément, lorsqu'un policier l'interpelle et lui demande ses papiers et qu'il dit « je suis un étranger sans papiers », le policier est invité à lui proposer gentiment. Pardon ? Ça n'est plus un délit depuis Valls. Voilà, exactement. Nous sommes d'accord. Et donc, la seule chose que peut faire le policier, c'est l'inviter gentiment à rentrer chez lui, à rentrer dans son pays. Au revoir, monsieur. Et naturellement, l'intéressé n'en fait rien. Donc, mettre les valeurs d'abord avant toute chose. Deuxièmement, bien comprendre qu'à partir du moment où c'est le cas depuis 20 ans, il serait temps. Mais nous avons maintenant enfin les moyens juridiques de le faire. Nous avons supprimé les contrôles aux frontières intérieures au sein de l'Union européenne, ce qu'on appelle l'espace Schengen. En gros, c'est l'Union européenne. Le seul moyen de maîtriser, donc, aussi peu que ce soit, mais enfin au moins au minimum les flux migratoires, consiste en contrepartie à renforcer les contrôles aux frontières extérieures et à agir ensemble pour limiter, réduire et, si on le peut, tarir les flux d'origine de l'immigration. Le dernier traité européen, le traité de Lisbonne, donne enfin à l'Union européenne les moyens juridiques de mener sur tous les aspects de la politique migratoire des politiques communes, si elle le souhaite. Qu'est-ce qui a manqué depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur ces sujets, c'est-à-dire depuis 5 ans? Une véritable volonté politique au sommet des grands chefs d'État et de gouvernement et la définition d'une politique cohérente. Quel est notre atout dans cette affaire? C'est que les 28 pays membres de l'Union européenne sont exactement dans la même situation politique que nous. Ils sont tous contre l'immigration subie et pour l'immigration choisie. Nous avons donc le même intérêt et une majorité, voire une unanimité politique potentielle sur ce sujet. J'ajoute que un phénomène qui est passé inaperçu ou qu'on a sous-estimé chez nous et qui s'est manifesté notamment à l'occasion des élections européennes, c'est que si, hélas en France, et hélas aussi dans un certain nombre de pays, notamment méditerranéens, compte tenu des crises économiques particulièrement dures qu'ils ont subies, je veux parler de la Grèce, je veux parler de l'Italie, je veux parler de l'Espagne, plus récemment avec le mouvement Podemos. Nous observons une montée des partis extrémistes, xénophobes et du coup anti-européens dans l'Europe méridionale et chez nous. Nous observons aussi, c'est beaucoup plus étonnant et d'une certaine manière plus inquiétant, parce que la cause est plus subtile, une montée, voire un triomphe de ces partis politiques dans des pays d'Europe du Nord qui ne sont pas touchés par la crise économique ou qui l'ont largement surmontée, dans un pays comme l'Autriche qui n'a pas un seul chômeur. Et on se rend compte que dans ces pays-là, comme chez nous, le fait qu'on atteigne un certain pourcentage de personnes d'origine étrangère qui continuent de vivre dans leur pays d'accueil comme ils vivaient dans leur pays d'origine, inquiète fortement les populations d'origine sur le maintien de leur identité, de leur spécificité, de leurs coutumes, de leurs pratiques, éventuellement de leur religion, etc. Donc, nous sommes tous confrontés au même problème
Et nous avons la volonté, dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, d'y trouver des solutions communes. Et l'Europe peut être un cadre commun. Alors comment? Je donne simplement une liste. Je ne veux pas, moi non plus, accaparer trop longtemps le micro. D'abord, agir en amont. On ne le fait quasiment pas. Lorsque 400 personnes se sont noyées au large de Lampedusa il y a quelques mois, pour la première fois, ça a ému parce qu'il y avait une caméra de télévision. D'où est-ce qu'ils venaient, les 400? Pour l'essentiel, d'Érythrée. Qu'est-ce que c'est l'Érythrée? C'est un pays africain de 5 millions d'habitants, ruiné par une position géographique qui n'est pas extraordinaire et par des dirigeants fous. L'Union européenne a les moyens d'intervenir dans la petite Érythrée par les interventions politiques, économiques, financières, je n'irai pas jusqu'à dire militaires, telles que les populations en question aient les moyens de se développer chez eux plutôt que de venir chez nous. Autre exemple, parmi les nombreux qui franchissent la Méditerranée actuellement, il y a des Soudanais. Le plébiscite, le référendum qui a scindé l'ancien Soudan en 2 pays était prévu depuis 3 ans. On savait quelles en seraient les conséquences. On savait qu'un certain nombre de populations en seraient victimes et voudraient partir. L'Union européenne aurait pu, aurait dû, à temps, intervenir pour faire en sorte que les populations en question trouvent des moyens de vie en sécurité, raisonnables et de prospérité dans leur pays d'origine. Tous ceux qui aujourd'hui, les 100 000 dont parlait à juste titre Pierre Lelouch, essaient de franchir ou sont parvenus à franchir la Méditerranée, ils passent par la Libye. La Libye est dans un état de non-droit absolu. C'est également un domaine dans lequel il est hors de question qu'un pays européen seul fasse quoi que ce soit, mais qui est à la portée d'interventions diplomatiques, économiques, financières, éventuellement militaires, de l'Union européenne, si nos pays se mettent d'accord. Deuxièmement, il faut renforcer les contrôles aux frontières extérieures. Nous avons une agence qui s'appelle Frontex. Elle n'a pas d'argent. Par contre, nous avons un fonds qui est un fonds européen, le Fonds Asile et Intégration, qui dispose de 4 milliards d'euros qu'on peut affecter parfaitement au renforcement des contrôles aux frontières extérieures. Et en mettant en place un système que l'on a déjà expérimenté ici ou là et qui marche bien, qui permet de garantir que, à la frontière gréco-turque dont parlait Pierre tout à l'heure, il n'y a pas simplement des policiers et des douaniers grecs pour défendre nos frontières, mais il y a aussi peut-être des Français et des Allemands qui viennent renforcer l'incitation et l'efficacité des locaux. Parce qu'à l'heure actuelle, le système est parfaitement hypocrite, et là aussi Pierre l'a bien expliqué, la Grèce, l'Italie ou Malte, voire l'Espagne, ne sont pas fondamentalement incités à empêcher un certain nombre de clandestins à débarquer chez eux, sachant que le lendemain, ces clandestins seront en Europe du Nord, et notamment chez nous. De la même manière qu'autour de Calais, avec ou sans centre de Sangatte, nous laissons des centaines au départ c'était des Albanais, puis c'était des Syriens, des Kurdes, etc., dans une situation extrêmement précaire et misérable, sans faire grand-chose pour les renvoyer chez eux, sachant que leur destination finale, c'est le Royaume-Uni, et ils finissent par parvenir au Royaume-Uni. Nous avons besoin de mettre en place une politique de solidarité pour renforcer les contrôles aux frontières extérieures. Dernier point. Le dernier, vraiment. C'est fini, oui, oui. Dernier point. Nous avons besoin aussi d'avoir maintenant les mêmes règles dans les 28 pays sur les conditions d'entrée, de circulation, de travail et de séjour des ressortissants venus des pays tiers, parce que tant que nous n'aurons pas ces mêmes règles, ils continueront d'entrer là où c'est le plus facile et ils iront ensuite travailler ou vivre là où c'est le plus attractif. Merci. Merci beaucoup. Je veux